Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, pas de débat, mais aujourd'hui, on va parler de la culture et de l'écologie. On a la chance d'avoir un invité aujourd'hui, c'est Nicolas Escache, donc on va vous laisser vous présenter par la suite. On va être accompagné aussi de Marie, Tamara, Clarisse et d'autres personnes qui vont intervenir pour faire des chroniques. Donc merci d'être là et passer un bon moment avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc présentez-vous s'il vous plaît, qui vous êtes, ce que vous faites et quel est votre statut ici et aussi à la ville de Caen. Alors, je suis Nicolas Escache, je suis maire adjoint à la ville de Caen en charge de la ville durable et de la transition écologique depuis 2020. Et je dirige le campus des transitions, campus de Caen de Sciences Po Rennes, où on forme les étudiants à transformer notamment les territoires. Et je suis géographe par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur l'Europe du Nord. Merci. Donc on va commencer par la première chronique, qui est la chronique de Tamara, donc je te laisse la présenter. Bonjour à tous. Personnellement, c'est Tamara et je vais vous faire une chronique sur de la littérature jeunesse parce que je pense que on va dire que l'éveil à la question écologique, elle peut se faire dès le plus jeune âge et que c'est peut-être là où c'est le plus important et le plus impactant, donc finalement dans nos loisirs et dans des choses qui nous touchent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la duologie Tobylonès de Timothée de Fontbelle, donc avec le premier tome qui est sorti en 2006 et le deuxième tome en 2007. Donc cette duologie, ça a été un grand succès littéraire qui a été traduit en 30 langues différentes. Et en février 2024, la série a été vendue à plus de 1,6 million d'exemplaires dans le monde entier. Et donc, il y a plus de 600 000 exemplaires uniquement en France. Le tome numéro 1 a reçu de nombreux prix jeunesse, dont le prix des sorcières et le grand prix de l'imaginaire. Et d'ailleurs, récemment, la duologie a été adaptée en série animée en 2023 par France Télévisions. Donc, on peut retrouver en accès libre. Et d'ailleurs, c'est très très bien animé, donc je vous conseille d'aller y jeter un œil. Donc pour moi, on peut caractériser une bonne œuvre d'art par sa postérité. En effet, c'est si elle réussit à traverser les époques et à parler aux générations qui la suivent. À mon sens, c'est une des fins de l'art, c'est créer des ponts entre les générations grâce aux sujets intemporels qui sont abordés. Donc la série Tobylonès, à mon sens, y parvient parfaitement. Timothée de Fontbelle l'a écrit au début des années 2000 et pourtant les thèmes principaux du livre, donc par exemple la préservation de notre planète, la surconsommation, le climato-scepticisme, y sont présents et résonnent encore plus fort avec notre époque actuelle, encore plus fort à notre époque actuelle, alors que quand la série est sortie. Donc pour moi, c'est le talent que cet artiste a, c'est d'avoir une vision avant-gardiste avec une précision qui est parfois très troublante, c'est-à-dire qu'en imaginant et en inventant des histoires, en se projetant, des fois ça va avoir vraiment une résonance avec le futur que même l'auteur n'aurait pas pu prévoir. Pour résumer l'intrigue, la série Tobylonès raconte l'histoire d'un peuple vivant dans un seul arbre. Et donc, tout leur monde est concentré dans le grand chêne. Et chaque individu mesure entre 1 et 2 millimètres. Ainsi, Timothée de Fontbelle procède à un changement d'échelle pour mettre en lumière les paradoxes de notre société d'une manière à la fois subtile et didactique et avec un rythme haletant. Donc l'intrigue raconte l'histoire d'un jeune garçon d'une dizaine d'années qui est en cavale. Donc c'est ce qui nous accroche finalement dans l'histoire. On rentre par un peu ce côté de fuite, de fugue, et on essaie de comprendre son histoire. Et après, finalement, ça va s'inscrire dans un cadre plus large qui va dénoncer beaucoup de choses. Ce jeune garçon, il est recherché par l'autorité parce que son père est un scientifique qui a refusé de partager sa nouvelle découverte pour éviter qu'elle ne soit utilisée au détriment du bien-être de l'arbre. Donc c'est la question de l'éthique scientifique qui se pose ici. Jusqu'à quel point est-on prêt à aller dans nos inventions et dans nos découvertes pour assouvir notre soif de connaissance? Et il y a aussi une dénonciation donc, qui va plus loin, parce qu'on peut aussi voir l'association de découvertes scientifiques et le profit économique. Donc, par exemple, avec l'avidité de personnes mal intentionnées, qui peut avoir des graves conséquences pour toute une population si ces personnes mal intentionnées ont le pouvoir. Donc, on a le personnage antagoniste qui s'appelle Joe Mitch, qui est une personnification de cette avidité.
Donc c'est un promoteur immobilier qui va absolument, donc c'est lui qui va chercher donc les parents de Toby et lui pour avoir finalement pour mettre la main sur la découverte de son père pour l'utiliser à des escients économiques. Donc c'est un promoteur immobilier euh, qui oui, donc c'est un promoteur immobilier qui construit je crois qu'ils les appellent des colonies. Donc c'est des appartements où des centaines d'habitants sont parqués dedans. Et donc ils ont déjà des conditions de vie déplorables. Donc c'est des personnes qui ont... Donc il y a aussi une critique sociale où ce sont des personnes qui ont un niveau de vie qui ne leur permet pas d'habiter donc, dans les cimes de l'arbre. Donc il y a aussi une critique de par exemple, la ségrégation géographique en fonction du revenu, où les personnes qui habitent en haut de l'arbre, qui ont accès au soleil, aux ressources, sont les plus privilégiées. Et puis plus on descend dans l'arbre et vers les racines, plus les personnes sont mises à l'écart et mises au ban de la société. Et donc on a en espèce de... on peut l'appeler une classe moyenne, classe populaire, qui se retrouve donc au milieu de l'arbre et qui va être logée dans... on a des images un peu frappantes où tout est gris et ils vont être... on voit donc leur tête à travers plein d'espèces de trous, en fait, et on voit qu'ils sont tous parqués, oui c'est ça, dans des très petits espaces. Et en fait, parce que c'est donc Joe Mitch, l'antagoniste, qui va vouloir faire le maximum de profit. On peut retrouver ça dans notre vie au quotidien, donc des promoteurs immobiliers qui vont vouloir faire un maximum de profit au détriment donc, des conditions de vie des habitants et aussi du bien-être de l'arbre. Parce que donc, il va vouloir creuser, et ce qui va finalement accélérer la détérioration de l'arbre de par son exploitation. On a aussi quelque chose de très intéressant, c'est aussi avec la théorie du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un peuple qui s'appelle les Pelés qui vit donc en dessous de l'arbre et que les gens ne connaissent pas ou en parlent comme une menace, comme voilà, une espèce de mythe, mais qui fait peur. Et donc finalement, ils vont plus concentrer leurs efforts sur la peur des Pelés qui va rassembler des gens qui sont dans la misère, plutôt que par exemple sauver l'arbre parce que imaginez que tout leur environnement, tout ce qu'ils connaissent s'écroule, ce serait trop lourd et trop dur à imaginer, plutôt que de se dire c'est la faute des étrangers, c'est la faute des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui résonne très très fortement avec notre époque. Et aussi, donc, il y a eu ce côté de climato-scepticisme où le père, donc scientifique, est un lanceur d'alerte, mais qu'on n'écoute pas, qu'on emprisonne, qu'on traque parce qu'on ne veut pas écouter sa vérité et qu'on ne veut pas aussi écouter peut-être son point de vue scientifique de finalement préserver l'arbre au détriment de découvertes scientifiques ou économiques. Un dernier point aussi qui est intéressant, donc c'est aussi dans le côté du changement d'échelle et de paradigme, c'est donc le fait qu'on soit donc à l'échelle microscopique et donc on va rencontrer une biodiversité qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et donc ça c'est intéressant aussi de mettre en lumière, je sais pas, des charançons par exemple, qui ont un rôle très très importants, qui peuvent être même un danger, alors que pour nous on pourrait les écraser sur notre passage sans s'en rendre compte. Et je trouve que c'est très très intéressant parce qu'actuellement il y a aussi une espèce d'éveil dans la communauté scientifique sur des populations entières d'insectes qui sont totalement détruites en voie d'extinction, mais qu'on ne considère pas puisqu'elles ne font pas partie de notre quotidien visible. Et donc là, le fait de se mettre à une plus petite échelle, ça met la lumière sur ce point-là. Et donc finalement, je trouve que pour un mot de la fin, la phrase « si est la branche sur laquelle on est assis », elle prend tout son sens dans cette œuvre. D'ailleurs, ce n'est plus métaphorique, c'est littéralement ce qui arrive et c'est physique. Donc voilà. Je vous invite fortement à lire donc cette duologie qui est donc une duologie jeunesse mais qui pour moi peut parler à toutes les générations et ou alors à aller voir la série animée. Enfin, vous pouvez rencontrer finalement cette histoire et cet univers dans le format que vous préférez. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tamara, super chronique. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, on peut rebondir. On est aussi là pour ça, pour aussi démarrer des discussions sur ces chroniques.
Je trouve passionnant la question des générations. Je pense qu'on a un enjeu de transmission intergénérationnelle. On a d'abord un vieillissement de la population. Et donc, tous ces savoir-faire, ces savoirs, il va falloir pouvoir les transmettre. Sur le plan agricole aussi, il y a des terres, plus de 50% des terres qui vont être transmises. Donc, la question de la transmission, qui est au cœur de votre chronique, elle est essentielle sur la question écologique. On a besoin de croiser les générations, on a besoin de croiser les savoir-faire, on a besoin de trouver des espaces de transmission. Pas seulement des écoles, mais aussi des espaces au sein des familles, au sein des collectifs habitants, qui permettent de transmettre. Vous avez commencé aussi par le regard de l'enfant. Ça, c'est fondamental, parce que l'enfance, alors à la fois l'enfant face au vivant, le rapport de l'enfant au vivant, mais aussi notre part d'enfance, comment on redécouvre, comment on s'émerveille aussi par rapport à la nature et au vivant. Et donc, je pense qu'on a besoin de retrouver aussi notre part d'enfance dans la manière d'embrasser ces transitions écologiques. Donc moi, ça me donne vraiment envie de lire ces ouvrages, parce que voilà, donc je vais m'y plonger très vite. Oui, moi aussi, je trouve que le point de vue de l'enfant, c'est aussi, on va voir des choses qui vont nous marquer à vie aussi, parce que c'est un âge, on peut parler de la socialisation primaire, par exemple, où en fait, tout ce qu'on va intégrer, ça va faire être partie intégrante de nous. Et donc, c'est pour ça, mettre ces œuvres-là sur les chemins des enfants de votre entourage, je pense que ça peut être très bénéfique. Et je trouve que l'art, la lecture, la culture, ça peut être vraiment un média beaucoup plus didactique, pédagogique pour faire passer des messages. Voilà. Puis je pense que tu l'as très bien dit aussi, sur la question de cette échelle miniature finalement, où finalement on se retrouve dans la Terre avec tout ce qui compose la Terre. Et c'est aussi, c'est un peu une forme de vulgarisation finalement. On se retrouve à travers ce livre aussi dans la réalité plus complexe de ce qu'est notre sol, ce qu'est la planète. Et c'est aussi ça, c'est que à travers les livres, on peut aussi aujourd'hui apprendre. Et vous parliez de la transmission, mais la transmission se fait à travers les livres aujourd'hui. Et c'est là que la culture a un rôle important dans l'écologie. C'est que si on n'est plus capable de lire, de comprendre ces ouvrages-là, eh bien on perd quelque chose, on perd une connaissance qui est, je pense, aujourd'hui fondamentale pour les années à venir et pour les générations futures. Voilà. Ne serait-ce que juste voir. Vous dites, on ne voit pas en fait ces espaces microscopiques. Mais l'art, ça sert aussi à rendre visible ce qui est devenu invisible ou ce qu'on ne veut pas voir. Et révéler ça, le voir, c'est aussi permettre de l'aimer, parce qu'on aime ce qu'on voit. Ben, merci beaucoup. C'était super enrichissant. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite du coup. Et en parlant de livres, en parlant de culture, vous avez été à l'origine d'un mouvement écologiste qui est donc le mouvement écologie culturelle. Vous l'avez initié avec quelqu'un d'autre, je crois, avec Patrick Scheder, qui est pianiste, oui, et Pierre Gilbert, qui est philosophe. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'écologie culturelle? Et j'aurais quelques sous-questions, quelques questions adjacentes à ça. Soit vous pouvez présenter, je vous les pose après, soit je vous les pose maintenant. Vous préférez quoi peut-être? Peut-être présenter en quelques mots le mouvement. D'abord, rappeler que l'écologie culturelle, c'est à la fois un mouvement. On a effectivement écrit 4 manifestes aujourd'hui. On est en train de préparer le 5e. Il y en a un là justement. Voilà, vous avez celui-ci, écologie et liberté. Mais c'est aussi un réseau de lieux en France. On a une trentaine de lieux en France qui se sont reconnus dans les premiers manifestes et avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et ces lieux sont assemblés autour d'abord de valeurs, de pratiques, d'envie de renouer avec l'amour du vivant, l'amour de l'écologie, mais aussi de s'interroger sur la place de la culture, pas seulement, je dirais, comme instrumentalisée, parce qu'on a souvent tendance à considérer la culture comme surcroît, comme ajout dans une politique publique ou dans une dynamique d'ailleurs privée. L'idée, c'est que la culture, elle est centrale dans les méthodes, les outils dont on a besoin. Et ce qu'on va chercher dans l'écologie culturelle à travers ces lieux, c'est de comprendre. Ces lieux, ils sont divers. Vous avez des communes, vous avez des écolieux, vous avez des musées, vous avez des collectifs d'habitants. Comprendre ce qui se trame, ce qui se joue dans ces nouvelles manières d'habiter, de s'organiser, de relationner. On aime beaucoup le mot relation, parce que les relations, ça s'apprend aussi. Et relationner, ça nous donne aussi une résistance, ça nous donne une robustesse. Donc comment la culture, elle est au cœur de ces rapports à l'espace, de ces relations, de ces organisations, de ces institutions, parce que quelque part, ça incarne aussi des nouvelles institutions. Et c'est ça qu'on traque à travers ces lieux. Et donc, on a lancé cette année une recherche-action à travers 5 lieux, qui sont des lieux un peu laboratoires, prototypes. Et c'est l'objet du 5e manifeste qu'on va publier sans doute à l'automne. Et derrière, que sur les 30 lieux, ça puisse aussi remonter toutes ces méthodes, tous ces outils. Donc c'est à la fois un mouvement intellectuel de pensée, c'est un réseau, et puis ça va peut-être amener à l'action publique, parce qu'on est accompagné par l'ADEME et l'OFB.
Et l'enjeu pour l'ADEME de nous accompagner dans ce mouvement, c'est aussi de se dire, ce qui s'invente dans ces 30 lieux, au fond, ça pourrait aussi faire laboratoire pour l'action publique, pourquoi pas à l'échelle communale. On y reviendra peut-être, mais je teste aussi évidemment l'écologie culturelle à l'échelle communale dans le futur. Super, merci. Juste une question pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est l'ADEME ? Oui, l'ADEME, c'est une agence, on pourrait dire, publique, parapublique, qui accompagne notamment les collectivités dans leur transformation. Donc, ils animent un certain nombre de webinaires, ils publient des rapports aussi sur les nouvelles méthodes à destination des élus ou bien des services publics. Et ils ont lancé aussi dernièrement un grand programme sur les imaginaires, les nouveaux imaginaires, les nouveaux récits. Donc, comment on embarque, comment on fédère autour de l'écologie dans une période de backlash. On est dans un recul écologique, peut-être qu'on y reviendra. Et donc, on a besoin d'imaginaire. Et quelque part, l'écologie culturelle rentre complètement dans cette réflexion-là. Donc, depuis cette année, ils nous accompagnent dans ce mouvement. Et on a pu recruter Alexandre. Donc, on a un coordinateur de réseau qui nous accompagne aussi sur les recherches-actions qu'on mène au niveau national. Et justement, dans l'un de ces manifestes, vous avez dit que la crise écologique, elle est surtout une crise culturelle. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous ? En fait, on parlait tout à l'heure de la question de la visibilisation. Le constat qu'on fait dans les manifestes, c'est qu'on vit de manière très hors sol. Quelles que soient d'ailleurs nos pratiques de mobilité, de nomadisme, parce qu'on a accès peut-être plus facilement ou moins facilement à la mobilité, mais de manière générale, le fait que la toponymie, par exemple le nom des lieux, ait disparu, le fait que les espaces de gouvernance soient de plus en plus larges, on peut parler des fusions de communes, on peut parler des fusions de régions, le fait qu'on ait une accélération des temporalités, du temps, nos temps se sont accélérés, nos pratiques se sont accélérées, fait qu'on ne voit plus, on ne prend plus le temps de voir, on ne prend plus le temps d'observer. J'ai écrit aussi un livre qui est connecté, qui ne fait pas partie des 4 manifestes, mais qui est connecté à l'écologie culturelle avec Frédéric Lemarchand, qui est sociologue. On travaille au fond sur l'apprendre et la manière dont les formations universitaires, scolaires, ont perdu le rapport au terrain. On a des formations qui sont relativement théoriques et qui perdent ce rapport d'immersion au terrain. Et donc, qui dit perte de rapport au terrain, dit perte de connaissances, perte de pratique. Alors, ça peut revenir très vite dans les écoles où vous avez une cour d'école végétalisée ou quand vous faites de la pratique en forêt. Au début, il y a une timidité. Et puis très vite, en fait, il y a des réflexes, je dirais presque des intuitions qui reviennent. Mais ça s'accompagne quand même. Et depuis les années 70, on a balayé un peu les classes forêt, les classes promenades, ce qu'on appelait les leçons de choses. Donc on décrivait une feuille, un végétal, on faisait du dessin de nature. Donc on a besoin de se reconnecter avec ça. Et donc on part dans le premier manifeste en disant, finalement, on a été privé d'une partie de notre culture. Et cette partie de notre culture, c'est celle qui nous relie au vivant. Et l'écologie culturelle, c'est réhabiliter en fait cette partie, qui est une partie très ancienne. C'est pour ça que je parlais de transmission tout à l'heure. Parfois, l'écologie, on a tendance à dire, oui, c'est apparu dans les années 70, c'est nouveau, c'est étranger. Non, en fait, c'est très familier. C'est une culture qui remonte à très loin, évidemment, dès le Moyen-Âge, l'Antiquité, la Renaissance, le 19e. George Sand notamment qui protège la forêt de Fontainebleau, l'entre-deux-guerres. Donc c'est aussi renouer avec une culture qui est très ancienne et envoyer le message que l'écologie c'est pas nouveau et qu'on peut renouer avec des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui est dans la transmission familiale. Et justement, quand on parle d'écologie culturelle, on a le mot écologie qu'on peut comprendre très facilement, et on peut parler d'écologie scientifique, d'écologie politique. Et justement, quelle est la différence entre cette écologie dite culturelle à cette écologie scientifique et plus politique ? C'est une très bonne question parce qu'au démarrage de l'écologie culturelle, c'est la question qu'on s'est posée. On s'est dit d'un côté, il y a effectivement les rapports scientifiques qui apportent une vision très rationnelle, rationaliste de l'écologie. De l'autre, il y a la planification politique parce que malheureusement, parfois l'écologie au sens politique soit est résumée à un parti ou à un courant politique, l'écologie politique, soit résumée à des plans d'action très planifiés, très figés. Or, le politique, au sens large, c'est autre chose. Et donc, au milieu, entre le scientifique et le politique un peu étroit, il y a la société. Et l'écologie, elle a besoin de se situer au cœur de la société. Elle a besoin de s'élever au niveau de la société. On a besoin de faire société autour de l'écologie. Et donc, ça nous ramène à une autre vision du politique, qui est comment on fait ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on retrouve des agoras, des espaces publics. Et dès qu'on parle d'espace public, évidemment, le rôle de l'art, de la culture est central. Donc, ce qu'on a voulu explorer, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et ce qu'il y a entre les deux, ça concerne 90% des gens. Au fond, 90% des gens, ils ne s'intéressent pas forcément aux rapports scientifiques, même s'ils sont utiles. Et de toute façon, les rapports scientifiques ont besoin aussi de médiation, de s'exprimer sous des formes différentes.
Ils sont plus forcément raccrochés malheureusement aux politiques, c'est-à-dire qu'il y a des défiances politiques, difficulté à rejoindre les élections. Par contre, ils sont connectés à ce qu'est la culture au sens large, parce que la culture, c'est comment on s'alimente, comment on va se vêtir, qu'est-ce que c'est que l'espace dans lequel on habite, qu'est-ce que c'est que son logement, comment on rencontre les autres, comment on transmet à ses enfants, quelle mémoire on a, ou dans quels espaces mémoriels on vit, quel rapport à l'identité on peut avoir. Et tout ça, en fait, c'est notre vie quotidienne. Et l'écologie en parle très peu, trop peu. Et on le rappellera, donc vous êtes à la fois chercheur et élu. Et comment justement le fait de faire une société par l'écologie, ça s'est inscrit dans votre parcours? Déjà, il y a les trois, parce qu'en fait, je suis chercheur élu et je travaille sur l'écologie culturelle. Et au fond, ça donne un peu accès aux trois sphères. Je parlais tout à l'heure du scientifique, du politique, alors qui a besoin de s'élargir. Et puis la dimension peut-être citoyenne, sociale, civique. Et mon objectif, c'est d'hybrider en fait les trois. C'est-à-dire que quand je suis élu, j'essaie d'imprégner aussi mon rôle d'élu des deux autres sphères. Donc j'ai rapproché progressivement l'action publique de la science. J'ai vraiment créé au cours de ce mandat des rapprochements à travers des programmes de recherche-action entre des scientifiques et puis une dynamique aussi politique. Ici, j'essaie d'introduire aussi la question culturelle, donc à travers par exemple l'Agora des transitions, qui est un programme annuel de conférences. On a des conférences, mais on a aussi des spectacles, des performances. Bon, on en a eu un par exemple au mois de janvier à la DRAC, à travers une performance d'un photographe et d'un musicien. Et puis dans l'écologie culturelle, on est en train de migrer progressivement vers un conseil auprès des collectivités pour aller explorer des outils, des nouvelles méthodes. Donc pour moi, en fait, ces trois sphères, elles ne devraient pas être séparées. C'est pas simple, c'est un challenge au quotidien de pouvoir les mener, les mêler. Mais pour moi, ce serait important que les élus soient aussi un peu chercheurs et artistes, que les chercheurs soient un peu praticiens, que les enseignants soient un peu praticiens. Moi, j'enseigne très différemment, par exemple, l'aménagement, l'action publique, depuis que je suis élu. Avant, j'en avais une connaissance théorique, et puis j'avais accompagné aussi des collectivités, j'avais été conseiller pour des collectivités, mais le fait d'être directement en fonction, on prend conscience d'un certain nombre de choses, de contraintes réglementaires, financières. Donc ça me paraît très difficile aujourd'hui d'enseigner l'urbanisme et l'aménagement sans avoir été élu. Et c'est un parcours d'ailleurs de beaucoup de géographes. Il y a beaucoup de géographes dans l'histoire de la géographie qui à la fois ont fait de la science, ont été enseignants et à un moment sont passés par un rôle d'élu. Et je pense qu'au fond, les futurs métiers, les métiers de demain, ils vont hybrider de plus en plus de choses. On va avoir des profils atypiques, hybrides de plus en plus souvent. Donc c'est un vrai défi, mais c'est aussi une richesse, je trouve, de mêler ces aspects-là. Et en tout cas, moi, ma curiosité me pousse vers ça. Et justement, vous en parlez, vous avez fait ça, vous l'avez dit, vous êtes aussi adjoint au maire, donc à la mairie de Caen, à la ville durable. Quels exemples vous avez précisément pour montrer que vous aussi, vous arrivez à appliquer cette écologie culturelle dans votre mandat, dans vos politiques aussi locales? Comment vous arrivez à traduire cette écologie culturelle dans vos actions? Quand je suis arrivé en fonction, la première chose, ça a été de considérer que l'écologie, ce n'était pas une thématique, mais c'était une manière d'agir. Et l'écologie culturelle, c'est aussi ça, parce que quand on parle de culture, c'est aussi changer nos cultures d'agir, de relationner, de monter l'action publique. Et donc le premier point, ça a été d'accompagner le passage, au fond, d'une démocratie participative, moi j'aime pas du tout le mot, à une démocratie contributive. Et comment on peut mettre en place progressivement, alors ça prend beaucoup de temps, des programmes de recherche-action autour des quartiers. Donc on a monté une feuille de route qui s'appelle Caen Quartier en Transition. On est parti d'un objet culturel que les géographes connaissent bien, qui est la carte. C'est-à-dire qu'on a cartographié, vous parliez tout à l'heure de visibilisation. La première des choses, c'est de rendre visibles des compétences, des pratiques. Donc on a fait une première carte avec des ressources, des associations, des collectifs d'habitants qui portent des initiatives. On a utilisé aussi des fonds de cartes pour partager nos points de vue sur ce que devrait être la bifurcation, parce que d'un habitant à l'autre, il y a des différences évidemment de projection par rapport à la bifurcation, la transformation. Et puis on utilise aujourd'hui la carte pour accompagner une montée en action, et avec des lieux partenaires qu'on appelle les lieux relais, qui sont des collectifs d'habitants dans les quartiers. Et avec eux, on travaille sur la transmission, sur les compétences. On part des pratiques ordinaires, parce que parfois dans les quartiers, il y a des pratiques qui ne portent pas le nom écologie, mais qui sont écologiques. Le réemploi, la réparation, les solidarités autour de l'alimentation. On part de ces pratiques-là et on fait des formations, on active à travers des ateliers, des représentations, des performances et puis des investissements très concrets pour faire muter les quartiers. Il y a 2 jours, par exemple, on a commencé une formation avec des habitants en permaculture.
Et donc, on a 3 cycles de formation en permaculture. Et on associait élus, services, habitants, membres d'associations. J'étais présent également. Et donc, c'est une manière d'entrer aussi dans la culture par l'action publique. Bon. C'est pas grave. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de vos recherches et de vos travaux avec vos collègues pour mener à bien l'écologie culturelle ? Oui, alors en fait, l'écologie culturelle, moi je la considère de plusieurs manières, hein, et ça fait le pont finalement avec mes recherches aussi précédentes. D'abord, l'écologie culturelle, c'est aussi considérer qu'à chaque fois, il y a un contexte. Il y a un contexte géographique, historique, et qu'on ne va pas chercher les mêmes outils, les mêmes méthodes en fonction du contexte. Je dirais presque du milieu, parce qu'aujourd'hui, on passe du territoire à la notion de milieu. Et ça fait totalement référence aux travaux que j'avais menés sur l'Europe du Nord, puisque moi je viens plutôt d'une étude de l'Europe du Nord, avec ses particularités de rapport à l'espace, de rapport au territoire, le fait que ce soit une zone aussi qui ait précédé les grands textes, précédé les grandes pratiques d'écologie. Donc évidemment, le fait de naviguer entre des sphères culturelles, entre la France, l'Europe du Nord, bah, ça amène des choses à l'écologie culturelle. Et dans les manifestes, je travaille beaucoup aussi, parfois, par petites touches, hein, sur des évocations, sur des mentions à l'Europe du Nord et à ce qui peut se faire en termes d'innovation en Europe du Nord. Après, je me suis toujours intéressé aussi à la question du possibilisme dans les territoires. Au fond, qu'est-ce qui fait que les territoires se transforment dans le temps ? Et l'écologie, c'est pas une donnée nouvelle, hein. L'industrialisation, la désindustrialisation, les mutations agricoles, alimentaires, ça a été des transformations dans l'histoire du territoire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment la société active ou non des possibles dans ces transformations-là ? Et là aussi, ça fait partie des recherches qu'on mène. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe quand ça se transforme sur un territoire et comment la culture peut être aussi un levier à ce moment-là, ou comment on peut observer des phénomènes culturels à ce moment-là. Et puis la question de la transmission, qui est un peu plus nouvelle dans mes travaux, hein, mais qui s'est aussi beaucoup basée sur les expériences qu'on peut avoir ici ou ailleurs. Moi, j'anime beaucoup de workshops aussi en France ou à l'étranger. J'avais animé un workshop, par exemple, en Algérie, autour de la question de la carte et comment la cartographie peut être mobilisée. La question de l'éveil et de la transmission. Aujourd'hui, c'est un axe d'écologie culturelle que j'ai envie de continuer à défendre. Comment on passe de la notion de progrès à la notion d'éveil, hein. Comment on était souvent omnubilé par le progrès, mais l'éveil, c'est quelque chose de beaucoup plus libre, hein, finalement, avec une temporalité qui est beaucoup moins linéaire. Ça amène aussi des chaînons de transmission beaucoup plus variés. Donc, c'est quoi les conditions de l'éveil à la fois pour des habitants, un collectif d'habitants, pour des étudiants, et comment on peut accompagner ces conditions de l'éveil dans des mécanismes de transmission ou d'apprentissage. Tout à l'heure, vous avez évoqué la relation sociale. À quel point elle est importante dans l'écologie culturelle aujourd'hui, la relation sociale ? À quel point, finalement, peut-être qu'elle a un peu un point névralgique de ce qu'est l'écologie culturelle. Quelle est son importance dans cette écologie-là, mais dans toutes les écologies, en fait ? Quelle est l'importance des relations sociales pour avancer sur la question écologique ? D'abord, elle doit être diverse, parce qu'aujourd'hui, la question de la relation, c'est aussi la diversité des relations. On a tendance à être une société qui est très atomisée, très divisée, très coupée. Les lieux qu'on observe hein, dans le réseau des maisons de l'écologie culturelle, c'est des lieux qui ont fait de la diversité des relations vraiment un épicentre et qui décloisonnent les relations, qui sont hospitaliers. Souvent, ils nous disent on est une auberge espagnole. C'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent dans ce qu'on fait viennent. Et en fait, à eux de se saisir de choses, c'est-à-dire de proposer des choses et si ça se développe, c'est très bien. Donc c'est cet espace de liberté qu'on a très peu dans la société, en fait, qu'on nous donne très peu dans la société, et de dire à un moment, ici, vous pouvez venir, vous pouvez développer quelque chose. Par contre, vous prenez cette responsabilité de le faire, vous assumez le fait de développer cette chose, et puis progressivement, l'énergie que vous y mettez va rejoindre d'autres énergies. Donc ça, cet empuissantement, c'est extrêmement riche. Ensuite, les relations, c'est des compétences aussi derrière. C'est-à-dire que relationner, c'est aussi... d'abord, c'est développer cette compétence de la relation. Enfin, j'évoquais le fait qu'entrer en relation, c'est des compétences. On parle beaucoup de communication non violente, on parle beaucoup d'empathie. Tout ça, évidemment, ça s'apprend. Mais c'est aussi rentrer en relation avec des personnes qui ont des compétences différentes des vôtres. Donc là, par exemple, cet été, on a organisé une école d'été dans le Larigne, qui est une maison d'écologie culturelle dans le Béarn. Et en fait, le festival, le principe, c'est que chacun venait, dormait sur place. Il y avait un gîte assez vaste. Et chacun proposait des ateliers
ou d'être bénévole pour l'organisation du festival. Donc vous avez des gens qui cuisinaient, vous avez des gens qui faisaient un atelier permaculture, un atelier spiruline, moi je faisais une conférence, etc. Et on apprenait vraiment les uns des autres dans des compétences variées, hein, sensibles, manuelles, plus analytiques, plus intuitives. Et ça constitue véritablement une force de se retrouver ensemble et de pouvoir apprendre les uns des autres dans un cadre qui est encore une fois pas celui de l'université, d'une école, ou pas celui d'une formation au sens classique, ni celui de la famille, parce que parfois vous avez des personnes qui ont besoin aussi d'apprendre en dehors d'un cadre familial. Et puis la question de la relation, c'est aussi la question de la sécurité. Souvent, ce que nous disent les lieux, c'est ici, on propose des espaces sécurisants. Et cette sécurité-là, alors ça passe par plein de choses, hein, la sécurité. Ça passe par le fait, le respect, ça passe par l'écoute, ça passe par l'espace, la place qui est laissée à chacun. Et cette sécurité-là, c'est les conditions de la liberté. C'est-à-dire que ça permet derrière de démultiplier l'énergie de liberté. Donc vraiment, c'est des lieux où s'invente une nouvelle manière d'être ensemble, de faire ensemble. C'est des lieux qui ne sont pas toujours connus au niveau national ou reconnus au niveau national, mais vraiment où s'invente quelque chose dont on voit poindre, émerger des petits morceaux de ce que pourrait être la société demain, quoi. C'est ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, il y a des collectifs de lieux qui finissent par se présenter aux élections. Là, on a 2 lieux où vous avez des collectifs d'habitants qui vivaient leur mode de relation et leur organisation en dehors de tout cadre institutionnel, politique classique, et qui aujourd'hui disent on reprend en main notre commune, et en fait on amène cette manière de relationner et ce cadre sécurisant à une échelle qui est une échelle institutionnelle. Et ça, c'est une bascule qui est très intéressante, qui est assez nouvelle et très intéressante. Il y avait eu quelques communes citoyennes en 2020, au moment du Covid, mais là je pense que ça va s'accentuer très fortement. Justement, par rapport, pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est des exemples qui sont dans le territoire normand ou là, je pense par exemple au Laring, hein, le lieu que je mentionnais dans le Béarn, où là ils présentent une liste aux élections municipales pour amener cette dynamique faire commune en fait, hein, passer du faire collectif au faire commune. Et finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre l'un et l'autre, parce que ce que nous disent ces lieux-là, c'est que entre eux, c'est ni une nouvelle famille, ni des amis. C'est pas de l'amitié qui se joue. C'est pas non plus un contexte familial. En fait, c'est une société. C'est une société. Donc, ils sont là à certains moments les uns pour les autres, mais ils inventent surtout une organisation, une manière de faire ensemble qui n'est pas intrusive. Chacun a son espace, mais qui permet, par la relation, de gagner en robustesse, en résilience, et puis de démultiplier les richesses. Alors, en faisant les recherches, je suis tombée sur le sous-titre du manifeste pour une écologie culturelle, qui est l'écologie sera culturelle ou ne sera pas. Et est-ce que vous pouvez un peu expliciter cette phrase ? En fait, c'est l'idée que l'écologie doit être ascendante. Aujourd'hui, on a tendance à faire de l'écologie un espace d'injonction, un espace de planification un peu figé. On a tendance aussi à en voir le côté sombre, à faire la liste des crises, des chocs. L'écologie culturelle sera ou ne sera pas, c'est de dire, en fait, partons du déjà là, partons des réalités. L'écologie doit investir des champs qu'elle n'investit pas, et que malheureusement l'extrême droite investit. Par exemple, dans l'écologie culturelle, on a fait publier une tribune autour du rapport entre écologie et identité, en disant, les questions identitaires, évidemment, elles sont au centre. Évidemment, il y a un problème de vide identitaire, de vacances identitaires. Parce que vous avez des populations qui ont été déplacées, parce qu'il y a des questions coloniales, post-coloniales, parce qu'il y a des questions aussi de rapport au territoire qu'on n'a pas envie de quitter, et malheureusement la société nous oblige à le quitter. Je pense à certains territoires ruraux, par exemple, où les services disparaissent, et on nous dit l'injonction, c'est de rentrer dans la métropole ou dans la grande ville. Donc tout ça, ça crée en fait des vides identitaires. Et par la culture, on peut dire, mais l'écologie se saisit de ça, peut se saisir de ça. Parce que l'écologie, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à nos mémoires intergénérationnelles, c'est le rapport à nos terrains, à nos territoires, à nos terroirs, je dirais presque. Et par là, finalement, ça amène à une réparation. L'écologie culturelle, elle sera ou elle ne sera pas, parce qu'on a besoin, dans cette société, de réparation. On a besoin de soins. On est une société qui a été fragmentée, qui a été malade, hein, qui est malade de plein de choses depuis très longtemps, qui a fait de nous quasiment des automates pris dans cette vitesse dont on parlait tout à l'heure. Et donc on a besoin de penser ces plaies, on a besoin d'apaiser ces phénomènes, sinon rien ne se passera.
Et dans un des manifestes, je parle de la temporalité en disant on se trompe de temporalité quand on dit que la bascule, elle est aujourd'hui. La bascule, elle devrait être aujourd'hui. Mais en fait, on est dans une phase où, avant de basculer, on doit pouvoir réparer. Et donc, il y a tout un tas de cycles à adopter. Il y a la réparation, il y a l'éveil, il y a la bascule. Et après seulement, on pourra embrasser l'écologie. Donc, il faut aller dans ce terreau-là. Sinon, on n'ira pas en profondeur. Et on va vers une écologie qu'on pourrait qualifier de superficielle, quoi. Merci. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais on avait une question un peu plus finale, un peu moins sérieuse, on va dire. Vous préférez écrire ou lire un livre? Ça, c'est la question. J'ai le droit d'un joker pour ne pas choisir ou... En fait, pour moi, les deux sont liés. Enfin, moi je lis beaucoup de livres. J'achète 3 ou 4 livres par semaine. Donc j'ai une bibliothèque qui est absolument affreuse. J'en stocke partout. J'en stocke à Sciences Po. Là, ceux qui nous entendent, vous verriez mon bureau, elle est remplie de... J'en ai chez moi une pelletée, j'en ai dans le garage. Enfin, voilà. Donc je lis beaucoup. Pour moi, c'est essentiel parce que c'est être en prise avec ce que la société dit. En fait, la lecture, c'est une liberté parce que quand on lit, on est au courant effectivement des débats contemporains. Ça nous donne des clés, ça ouvre des portes. Et donc, ça ouvre fondamentalement de la liberté. Et donc, je suis un peu inquiet, à vrai dire. Alors, à la fois, il y a une diversification. Le recul de la lecture va de pair aussi avec d'autres modes d'expression. Et ça, c'est très positif. Aujourd'hui, on met en avant le dessin, on met en avant la vidéo. Et ça, je trouve que c'est vraiment très positif. Mais à condition que ça s'articule avec une poursuite de la question de la lecture. Et après, l'écriture, c'est le pendant. Parce que quand on lit, on peut être frustré de se dire, tiens, ça, c'est pas assez représenté. Ou ça me donne envie de l'écrire ou de l'incarner. Et donc, c'est par la lecture qu'on a des envies d'écriture. Et l'écriture, pour moi, c'est une discipline. Enfin, c'est quelque chose qui naît d'une nécessité. Et à un moment, c'est comme la pratique d'un sport. Quand on écrit. Et puis, par l'écriture, en fait, on pense. C'est-à-dire que c'est deux manières, par des activités, et des activités corporelles, en fait, écrire ou lire, de penser et d'explorer dans la pensée des paysages qu'on n'aurait pas explorés autrement, quoi. Et j'ai une autre petite question, c'est est-ce que tous les types de livres se valent dans le sens où est-ce qu'on peut penser que certains livres seraient moins bien? Je prends un peu l'exemple des mangas parce que c'était un des problèmes. Il y avait pas mal de gens qui avaient quand même critiqué les mangas en disant que c'était des sottises, que c'était des bêtises, que ça n'apportait rien. Est-ce que vous pensez que tous les livres se valent ou en réalité il y a quand même il y a une hiérarchie, on peut dire, entre ces livres? Non, moi je pense qu'il n'y a pas à hiérarchiser. Je pense que tous les types de livres, que ce soit les romans graphiques, les mangas, les romans, se valent. Je pense que ce qui compte, c'est la diversité, en fait. C'est de ne pas lire un type de registre, mais d'essayer de varier le plus possible les registres, parce que dans tous ces ouvrages, il y a des portes qui s'ouvrent différemment. Il y a des sensibilités différentes. Donc de marier les registres, ça me paraît absolument essentiel. Et après, moi, je fais partie des gens qui considèrent que la responsabilité du lecteur, c'est important. Donc certains disent on publie trop de livres aujourd'hui. C'est vrai, quand on rentre dans les librairies, on voit bien que sur certains sujets, c'est une inflation, quoi. C'est comme les films au cinéma. Vous avez une sortie, ça dure 2 semaines, vous n'avez pas le temps de le voir, quoi. Mais moi, je trouve ça bien. On est dans une période... moi, je fais souvent la comparaison en cours avec la Révolution française, où on parlait souvent des Rousseau du ruisseau. C'est-à-dire, avant les Lumières, vous aviez une sorte d'effervescence d'écrivains. Aujourd'hui, on a 10 000 personnes qui travaillent sur l'écologie, qui écrivent dans tous les sens. Tant mieux. Appuyons-nous sur cette ébullition, et puis l'histoire fera le tri, les lecteurs feront le tri, et c'est très bien qu'ils aient accès à des choses qui leur parlent plus ou moins, qui vont être plus ou moins utiles à la société. Ça, c'est à l'avenir qui le dira, mais c'est bien que ça existe. Merci. Et je crois que c'est fini pour ce moment avec vous, en tout cas pour ce moment précis avec vous. On va passer à la suite. Merci à vous. C'est super enrichissant et merci. Et on va passer donc sur la prochaine chronique, qui est la chronique de Marie. Donc tu peux expliquer ta chronique. Oui, alors donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de Dans la forêt de Jean Egland, qui apparaît derrière Olivier. C'est un roman qui, sans bruit ni spectaculaire, propose une des dystopies écologiques les plus puissantes de littérature contemporaine. Publié en 1996, bien avant que l'effondrement écologique ne devienne un motif central dans notre imaginaire collectif, ce texte raconte l'histoire de 2 sœurs, Nell et Eva, qui vivent dans une maison isolée au cœur d'une forêt au nord de la Californie.
peu à peu, on voit l'électricité qui disparaît, des infrastructures qui s'effondrent et le monde extérieur qui devient incertain, presque inaccessible. Pourtant, le roman ne s'intéresse pas tant à la catastrophe qu'à ce qui vient après. L'adaptation, la transformation et la redéfinition du lien entre l'humain et son environnement. Ce qui frappe et qui rend ce roman particulièrement intéressant, c'est que la forêt n'est pas seulement un décor. Elle devient un personnage, une matrice de survie, mais aussi un espace d'apprentissage pour les deux sœurs. Face à la disparition du monde industriel, les deux héroïnes doivent réapprendre des gestes oubliés, c'est-à-dire cultiver, cueillir, observer les saisons, écouter le vivant. L'écologie, c'est plus un discours abstrait, ça devient une expérience intime, corporelle et quotidienne. La dystopie de Jenny Gland, elle ne repose ni sur la violence spectaculaire, ni sur la technologie défaillante, mais sur un basculement qui est silencieux. Le monde moderne s'efface presque hors de champ. Et dans ce silence, une question apparaît. Que reste-t-il de nous lorsque disparaissent le confort, la vitesse et l'abondance ? La réponse du roman, elle est assez ambiguë. C'est ce qui le rend profondément écologique, justement. Car l'effondrement, c'est pas seulement une perte, c'est aussi une révélation. Les sœurs, elles découvrent une autre manière d'habiter le monde, qui est plus fragile, qui est plus dépendant, mais aussi plus juste. La forêt est alors un lieu d'une métamorphose. Non pas un retour romantique à la nature, mais l'apprentissage d'une cohabitation avec le vivant. Et justement, cette cohabitation, elle n'est pas glamourisée. On voit bien à quel point c'est dur de revenir à nos sentiments les plus naturels. Il y a des pratiques qui sont perdues au final depuis des années. Elles apprennent aussi la permaculture, à cuisiner avec les moyens rudimentaires et à vivre au fil des saisons. Elles perdent complètement un confort et elles doivent réapprendre à vivre d'une manière presque primitive. Donc lire dans la forêt, aujourd'hui, c'est à l'heure des crimes, à l'heure des crises climatiques, énergétiques et sociales, et donne au texte une résonance particulière. Je vais y arriver, je vous jure. Ce roman nous invite à déplacer notre regard, penser l'écologie non seulement comme une urgence politique, mais aussi comme une transformation sociale de nos modes de vie et à laquelle, au final, nous pouvons tous être confrontés. Et elle questionne aussi nos attachements et nos récits. La dystopie de Jenny Gland, elle n'annonce pas seulement la fin d'un monde. Elle esquisse discrètement les contours d'un autre, d'un nouveau, qui pourra apparaître au final dans pas si longtemps. Et peut-être est-ce la force la plus précieuse de la littérature écologique, nous aider à imaginer, même dans la catastrophe, des formes de vie encore possibles. On est reparti, l'équipe. On est là. Et coucou. Cadre un peu plus informel, on vous le dit, ce sera un peu plus détendu. On n'a plus d'invité Marc aujourd'hui. Ah bah, tranquille. merci. Petit changement de tête. Ouais. Tranquille. Et donc du coup, un peu plus relax, un peu plus chill. On va commencer sur la première chronique qui est Clarisse. Tu vas pouvoir nous dire quelle chronique tu nous proposes aujourd'hui. Alors moi j'ai décidé de parler de la dystopie et de la science-fiction aussi de manière générale. Parce que je trouve que ce genre, il s'est vraiment réapproprié la question de l'environnement, notamment des catastrophes climatiques et du mur vers lequel on se dirige. Donc la dystopie et l'utopie, c'est les revers de la même pièce en soi. C'est juste que dans une dystopie, souvent la société, elle vit un trouble, il y a un problème. Souvent, c'est une société qui est totalitaire ou qui court vers une catastrophe. Ce genre littéraire, donc, il montre souvent un monde post-apocalyptique. Et ce que j'aime bien dans les ouvrages dystopiques, c'est que souvent, les auteurs cherchent à étirer au maximum un problème qu'on vit aujourd'hui dans notre société, pour l'étirer au maximum, pour nous alerter et nous faire réfléchir sur les menaces qui pèsent sur nos sociétés. Et donc, je vais vous faire un petit florilège de dystopies concernant l'environnement que je trouve intéressante. La première dystopie sur laquelle j'ai voulu parler, c'est Le Prince des Nuages, donc, écrit par Christophe Galfard en 2011. C'est une dystopie plutôt pour les jeunes, mais qui se lit à tous les âges, mais qui est adaptée aussi aux jeunes enfants. C'est donc une trilogie qui se déroule dans un monde sur lequel la planète est devenue irrespirable car trop polluée et les humains restants ont décidé de se réunir dans les nuages. Voilà, donc on a des royaumes dans les nuages. L'intrigue en elle-même est assez classique, on a une aventure, il faut sauver le monde, etc. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est les questions sous-jacentes que ça soulevait. L'intrigue en elle-même, donc les héros de cette trilogie doivent sauver le monde et donc doivent arrêter un méchant qui cherche à créer une arme environnementale pour détruire le monde. Voilà. Et cet individu donc essaye de contrôler le monde et sa manière de contrôler le monde, c'est de
couper tous les individus des informations. Donc, il utilise l'ignorance pour asseoir son pouvoir. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que les individus n'ont plus accès à l'information. Et donc, ça permet aux méchants de faire son arme environnementale. Et donc, ce livre, chaque chapitre est entrecoupé d'un petit livret explicatif sur les nuages, sur les étoiles. C'est un petit peu mignon. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet aux enfants qui lisent ce livre, donc ils lisent l'histoire, ils s'accrochent aux personnages, et entre chaque chapitre, ils ont un petit livret un peu documentaire, ils apprennent des choses sur notre monde. Et donc c'est une manière aussi de sensibiliser à notre environnement, à comment il fonctionne, et donc ça permet aussi de vouloir mieux le protéger. Donc je recommande cette trilogie, notamment pour les plus jeunes, mais aussi les plus grands. C'est toujours un plaisir. Une autre dystopie que je conseille, qui est un peu plus pour les plus vieux, pour les jeunes ados, c'est Extincta, écrit par Victor Dixon. Donc en 2019. Victor Dixon, c'est vraiment un auteur de dystopie, il est vraiment très fort dans ce domaine. Et donc Extincta, c'est une dystopie qui se déroule vraiment à l'aube de la fin de l'humanité. C'est-à-dire que vraiment l'histoire, c'est un compte à rebours jusqu'à la fin de l'humanité, donc c'est assez entraînant. Et cette dystopie-là, elle illustre vraiment cette caractéristique de la dystopie d'étirer un phénomène climatique jusqu'à son extrême, c'est-à-dire que l'auteur, il a décidé de partir vraiment sur des choses qui existent déjà aujourd'hui et de les mettre à l'extrême. Par exemple, les algues vertes en Bretagne, dans ce livre, c'est un problème mondial. Donc dans toutes les mers, il y a ces algues vertes toxiques qui polluent. Et donc de le voir étiré comme ça nous marque et on est en mode waouh, ok, on peut arriver jusqu'à ce stade-là si on ne fait rien. Et donc je trouve que c'est une dystopie qui fait peur, qui est un petit peu... mais qui permet aussi de se réveiller, de dire waouh, il faut qu'on fasse quelque chose si on ne veut pas aller vers ce mur-là. Et enfin, la dernière dystopie que j'aimerais vous conseiller, qui n'est pas sur le diapo, c'est Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, qui a été publié en 2017. Vincent Message, il part du postulat de René Descartes, un super philosophe, qui estimait que l'homme était devenu maître et possesseur de la nature, donc il dominait littéralement la nature. Et donc Vincent Message, il prend ce message et il en fait l'inverse. Il dit non, on a failli aujourd'hui, nous ne sommes plus maîtres et possesseurs de la nature. Et donc, il crée une société qui ressemble en tout point à la nôtre, sauf il y a un petit détail, c'est que les humains ne sont plus les humains. Il y a une entité supérieure qui est venue et qui a mis les humains à la place des animaux. Et donc, ce petit twist permet vraiment de se mettre à la place des animaux tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Et c'est vraiment... très parlant de lire un livre où on est à la place d'animaux, donc on est traité comme eux, que ce soit dans les abattoirs, même dans les animaux domestiques, et c'est vraiment très fort comme message. Et donc cette dystopie plus science-fiction, elle permet de vraiment prendre conscience de la maltraitance animale aujourd'hui et de la place qu'on accorde à l'animal aussi dans notre société. Elle permet vraiment de débloquer une empathie envers eux si on n'en avait pas déjà avant, et potentiellement se convertir vers du végétarisme pour ceux qui ont été vraiment marqués par l'histoire. Je recommande vraiment cet ouvrage qui est vraiment très parlant. C'est une idée toute simple, mais qui vraiment permet de se replacer dans le monde, de prendre du recul, de repenser notre place dans notre monde et de réfléchir sur tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Génial. C'était très intéressant. Bon, mais c'est à toi, Mia, non? Oui, ça va oui. être à moi. Déjà, c'est la première fois que je fais un live, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Ensuite, donc, j'ai décidé de parler de la musique et en particulier de la nature dans les œuvres musicales en règle générale. Je pense que tout le monde ici écoute de la musique, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. Parce que, en fait, depuis toujours, la musique prend une place immense dans les sociétés humaines. On s'en est servi comme un objet de culte, un objet de commémoration ou un outil simplement de divertissement. Donc, c'est assez varié. On la représente aujourd'hui sous de nombreux... Désolée. Bah là, tu casses les couilles en même temps. Je peux remercier ma sœur du coup. Oui, remercie ta sœur. Merci ma sœur. On va recommencer. On va recommencer. Oh, putain. C'est tellement le bazar. On recoupe les micros. Ah ouais? Je pense oui. Quoi? Ah. Ok, donc on reprend.
Donc, en ce qui concerne la musique, aujourd'hui, on l'utilise aussi encore toujours au quotidien avec de nombreux genres. Et ce que j'ai remarqué, c'est que comme la musique est une pratique humaine, forcément, on a tendance à l'analyser d'un point de vue très anthropique, donc de notre point de vue, alors que la musique, on peut la retrouver d'une certaine manière dans la nature. Si on prend par exemple le chant des oiseaux, c'est une forme de musique et il y a de nombreuses mélodies que l'on retrouve dans la nature qui vont se retrouver également dans les mélodies créées par les êtres humains. Et du coup, on pourrait se questionner sur la manière dont la musique s'inscrit dans la nature et comment la nature s'inscrit également dans la musique. D'abord d'un point de vue d'un sujet d'inspiration musicale, puis par la suite plutôt de manière politique de nos jours. Donc en tant que telle, la nature va commencer à prendre une certaine place dans la musique lorsque cette dernière va se détacher de l'Église. Et ça va avoir lieu à la Renaissance, tout simplement parce qu'on va chercher des sujets d'inspiration plus profanes. Et les compositeurs vont chercher de nouvelles sources d'inspiration et ces dernières vont surtout se retrouver dans la nature. Dans ce contexte, la nature va rapidement apparaître comme une muse, une réelle source d'inspiration pour les musiques, tout comme pour d'autres formes d'art au final. Et au début, cette nature, elle va se retrouver dans la musique uniquement d'un point de vue mimétique. Donc ça veut dire qu'on va retrouver des onomatopées et des imitations de choses qu'on retrouve dans la nature, et notamment énormément des oiseaux. Dans le chant de l'Alouette, par exemple, écrit par Clément Jeannequin en 1528, donc les chanteurs qui chantent la musique vont essayer d'imiter des chants d'oiseaux de temps en temps. Et donc, on a des passages en onomatopée au milieu des paroles qui vont imiter différents chants d'oiseaux. Et cette première expérience est très intéressante parce qu'elle amène la nature dans un premier temps, mais nous amène quand même à nous questionner sur une chose, c'est-à-dire que là, la nature est présente de manière très limitée dans l'art musical, puisque ce ne sont que des imitations d'oiseaux. Et en plus, le fait que ce soit des êtres humains qui essaie de reprendre des chants d'oiseaux, amène encore une fois l'attention sur l'homme et non pas sur la nature. Ce n'est pas réellement un sujet, c'est juste une imitation pour faire joli d'une certaine manière. Tout ce changement va avoir lieu du coup à la Renaissance, et le changement qu'amène la Renaissance aussi, c'est le développement de la musique instrumentale que l'on va retrouver après par la suite de plus en plus fréquemment. Et du coup, à l'époque baroque, on va retrouver encore des musiques qui vont chercher à imiter beaucoup des chants d'oiseaux, comme par exemple Caprice sur le chant du coucou de Frescobaldi. Donc c'est une musique de baroque. Et encore une fois, on a des imitations d'oiseaux, sauf que cette fois, c'est par des instruments. Donc on a un peu plus de détachement de la part des êtres humains. Le problème, c'est que jusqu'ici, donc dans toute cette évolution, la nature apparaît de manière sporadique dans la musique. C'est-à-dire que c'est plutôt un décor pour d'autres sentiments qui sont humains. Et c'est par la suite que la nature va réellement s'inscrire dans la musique. Et selon la Philharmonie de Paris, c'est surtout à partir des 4 saisons de Vivaldi, que tout le monde connaît, je pense, que la nature va réellement s'inscrire dans la musique et devenir un sujet à part entière de la musique. Tout simplement parce que dans les 4 saisons de Vivaldi, on ne retrouve pas une musique qui est simplement mimétique d'un oiseau particulier, mais on retrouve tout un décor d'ambiance. C'est-à-dire que l'été, le printemps, l'hiver ou l'automne, on va chercher à représenter le vent, la pluie, le soleil, avec uniquement des instruments, donc ce qui change énormément. Et la nature devient non plus un simple décor, mais bien une représentation à part entière, un sujet à part entière. Donc, dans le cycle des saisons de Beethoven, on retrouve également cette idée d'une nature qui va s'émanciper et devenir de plus en plus présente dans la musique. On la retrouve directement comme un sujet à part entière et pas simplement comme une imitation d'oiseaux. Et finalement, tout ce parcours nous amène à aujourd'hui les musiques les plus récentes, parce qu'à partir du XVIIIe siècle, entre le XVIIIe, XIXe, XXe siècle, la musique va devenir de plus en plus politisée. On va retrouver de plus en plus des messages politiques, que ce soit dans les paroles ou dans le sujet qui sont pris par les compositeurs, notamment avec la création du jazz et du rap, notamment.
Et ces créations de musique politisée se font dans un même temps avec l'apparition de l'écologie politique qui va arriver à la fin du XXe siècle, ce qui nous amène aujourd'hui avec une musique qui est très politisée envers l'environnement, avec par exemple des morceaux comme Ta planète du morceau Trio, qui ici montre encore une autre manière d'inclure la nature dans la musique, puisque la nature ici n'est pas simplement une imitation ou encore un sujet, mais on la met dans la musique d'un point de vue de l'écologie et on questionne directement l'auditeur sur la manière dont il traite la nature, et ce grâce à la musique, parce que la musique est un bon moyen d'alerter tout simplement et de lier les gens. Et du coup, pour conclure, je dirais tout simplement que la musique a eu une grande évolution. Et à travers cette évolution, on a vu de plus en plus la nature rentrer dans la musique à partir du moment où on s'est détaché des musiques purement ecclésiastiques. Et cette évolution s'est finie par aujourd'hui des morceaux de musique qui sont très politisés pour certains autour de la question de l'écologie. Voilà. Merci beaucoup Mia, c'était super intéressant. En plus, j'ai vu récemment, il y a quelques années, on commence à utiliser la nature comme instrument aussi. J'avais vu sur les champignons, on utilise les ondes que font les champignons pour faire de la musique et c'est assez spécial. Ouais. Mais il y a du potentiel. Je pense qu'on peut créer un nouveau genre avec le champignon. C'est pas très une drôle. nouvelle instrumentalisation de la nature au final. Ah ouais. Ça pourrait être aussi comme ça, effectivement. Mais c'est vrai que du coup, c'est un sujet intéressant parce que c'est une nouvelle étape encore, c'est-à-dire que maintenant on fait de la musique avec la nature directement. On utilise la nature dans la musique carrément. C'est une Mais musique c'est génial. organique finalement. Finalement, c'est un peu écolo, ça évite. Je crois qu'on des fait ça bandes aussi avec le vent. passantes et tout. Enfin, voilà. Avec le vent aussi. Les instruments à vent, de Oui, base. mais en mais, fait, l'enregistrement lui-même, il demande moins, tu vois. Enfin, on crée pas quelque chose de matériel. C'est la nature qui produit. Ça, c'est important. Oh là là. Il va nous lancer un tunnel. Il faut Je suis désolée, dépasser- chers auditeurs. Il Tu faut penses que les dépasser- champignons ils font de la musique comme ça, il n'y a pas de machine avec Bah, genre, d'ailleurs, tu c'est pas ce fais- que tu je te tapes dis. dessus, ça fait pim boum. Quand tu prends un violon, bam, il faut construire le violon. Tu ne construis pas le champignon. Mais si, tu construis le machin pour prendre la musique des Voilà. champignons. enfin. Les petites pinces Oui, qui voilà. captent Enfin, les ondes. tu crées aussi le machin pour enregistrer le violon. Voilà. Oui, mais Enfin, ça aussi, le il est débat là. est- Mais non, mais. Bon, le on peut débat peut-être est- passer Ouais, à on la va passer à autre prochaine chose. le chronique. débat est- Je voulais pas créer de débat aussi polémique. Ça va, c'est pas très Bah, polémique. c'est la faute de Clarisse, celle qui a parlé de Pour ou champignons. contre le champignon qui fait de la musique? J'aime pas les champignons, je suis contre. Moi, je suis C'est pour. très bon les champignons. Mais j'ai le droit de pas aimer. non Enfin, Moi, bref. j'aime pas les Non. champignons, Fais mais ta je suis pour chronique, quand fais la même. chronique. D'accord. Pardon, je suis un peu intimidée tout comme Mia. Non, moi je vais vous parler aujourd'hui d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien évidemment. Il faut faire des belles références, je suis désolée chers camarades. Non, plus sérieusement, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est l'écologie. Est-ce que c'est seulement et uniquement une affaire du 21e siècle ? Je vais vous expliquer que non, concrètement. Voilà. Et surtout, je vais faire ça à travers deux œuvres majeures que vous voyez ici à l'écran, qui sont des œuvres de littérature qu'on dit classique. Et j'aimerais un peu, à travers ce moment qu'on va passer ensemble, les remettre au goût du jour et vous redonner envie de lire de la littérature classique, parce que c'est magnifique. Voilà. Du coup, avant toute chose, je dois replacer un peu de contexte. Je vais parler de Henri Thoreau et de Bernardin de Saint-Pierre, mais ce ne sont pas des écologistes modernes. C'est-à-dire que dans leurs œuvres, ils ne parlent pas de biodiversité, ils ne parlent pas de climat et ils ne parlent pas d'écosystème au sens scientifique comme on l'entend aujourd'hui. Mais ils vont participer à quelque chose de plus grand, c'est à une transformation où la nature, chez eux, va devenir un sujet actif. L'humain, on va le replacer dans la chose dans laquelle il est né, c'est-à-dire la nature, son élément principal. On va aussi interroger la notion du progrès, notamment chez Thoreau, et on va aussi mettre en lumière un équilibre qui est beaucoup et de plus en plus fragile. Donc, comme je l'ai dit, cette transformation, elle va passer tout d'abord par la littérature, et c'est en ça que ces œuvres, je vais les appeler des œuvres précurseurs, puisqu'elles vont rendre pensable et surtout sensible cette question écologique, et surtout que l'humain, on ne peut pas le concevoir en dehors de son milieu qui ici est la nature. Voilà. Bon, je vais d'abord commencer par vous parler de Henri Thoreau, que vous voyez à gauche, avec sa fabuleuse œuvre publiée en 1854, Life into the Woods, en français, Walden ou La vie dans les bois. Pardon, pour les personnes n'ayant pas un C1 d'anglais. Je rigole, bien sûr, Balthazar, je vais me faire incendier, je suis désolée. Bon, pour faire un peu un résumé de l'histoire,
Henri Thoreau, en 1845, il part vivre dans une cabane qu'il a construite de ses propres mains au bord de l'étang Walden, dans l'état du Massachusetts. Bon, déjà, le gars est un peu bizarre, je vous l'avoue. Mais voilà, il va y vivre pendant 2 ans, en autarcie, en vivant de ce que la nature a lui à offrir. Lui va lui offrir, pardon. Et donc, cette vie en retraite de tout le monde et en autarcie, elle va lui permettre de penser. Il va méditer sur la société, sur notre rapport à la nature, puisque il va vivre dans la nature au plus proche de ce qu'elle lui apporte. Et il va essayer de remettre un peu de sens à notre existence par rapport à la nature. Et donc, il va prouver qu'une marginalisation volontaire, c'est ce qu'il faut. Et il faut se couper du monde pour revenir à nous-mêmes et à ce qu'on était, c'est-à-dire des hommes qui vivent dans la nature. Et donc, comme je disais, Thoreau il vit dans une Amérique qui est marquée par l'industrialisation, la mécanisation et surtout le développement ferroviaire. Donc c'est vraiment un contexte qui est très spécial parce que c'est vraiment les débuts de l'industrie moderne. Nous, en tant que contemporains, on ne comprend pas trop cette chose-là parce qu'on est né dedans, mais eux, à leur époque, ils commençaient déjà à se rendre compte que ça allait être vraiment un élément majeur de leur histoire. Et donc, il va observer cette société qui va du coup valoriser l'accumulation matérielle, l'expansion territoriale et surtout l'exploitation. Et c'est ainsi que son œuvre, elle va représenter une vision, sa vision, qui va s'opposer du coup à ce fameux monde industrialisé qui est gris, fade et terne. C'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Les historiens de l'environnement américain, je précise américain, considèrent Thoreau comme une figure du mouvement conservationniste. Il aurait même influencé John Muir, qui est, pour le rappeler, le premier militant écolo. Voilà, dédicace à ce bonhomme. Et du coup, il a aussi influencé indirectement la création des premiers parcs nationaux aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que ça a été un long combat chez eux. Voilà. En gros, Henri Thoreau, c'est le GOAT. Je me permets mes petits pics en anglais. Voilà. Il a même aussi inspiré un genre mouvement littéraire, parce qu'on ne sait pas trop comment le qualifier en France, qui est le nature writing. C'est juste le fait d'écrire sur la nature, pour la nature, et ne pas écrire la nature pour en fait comme un décorum. C'est vraiment, je parle de la nature pour ce qu'elle est, et elle n'est pas dans le fond de mon livre pour dire « waouh, c'est beau ». Voilà. Du coup, au-delà de l'influence historique, ce qui est important avec Thoreau, c'est les concepts qu'il va amener. Il articule 3 éléments essentiels qu'on retrouve en fait dans la définition écologique qu'on a aujourd'hui. Il va observer attentivement les cycles naturels de la nature, c'est-à-dire que il va chasser quand il fait beau, pas quand il pleut, sinon les animaux sont cachés. Pareil, il va pêcher, quand il va construire sa cabane, il va être face aux éléments naturels. Bref, il vit au jour le jour avec la nature. Il critique aussi le rôle du modèle économique qui est dominant, qui est le capitalisme, je le rappelle. Et il va apporter une réflexion éthique sur nos besoins humains à nous. Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin d'accumuler des choses quand la nature nous offre tout ce qu'on a besoin. Le bois pour la maison, les fruits pour se nourrir, et les animaux pour vivre avec et les manger. Mais si c'est pas gentil de les manger. Voilà, mangez pas les animaux, ils sont tout gentils. Bref, du coup, la nature, c'est plus du coup une expérience intérieure qu'on retrouve chez Rousseau, dans les rêveries d'un promeneur solitaire. Parce qu'on va pas se mentir, son œuvre, c'est « Je me balade » et la nature, elle est là pour décorer. Voilà pourquoi je n'en parle pas aujourd'hui. Mais la nature, pour lui, c'est vraiment un critère qui est là pour juger la société, parce que c'est elle qui va nous éclairer. Et du coup, là, c'est vraiment une transition décisive. On va passer d'une sensibilité que je peux caractériser d'écologique à une critique vraiment culturelle. Voilà. Merci Henri Thoreau. Attendez, je n'ai pas fini. Il y a Bernardin de Saint-Pierre. Mais ne soyez pas triste, cet homme est incroyable. Alors lui, c'est complètement différent puisqu'il a écrit Paul et Virginie, que vous voyez du coup ici à l'écran, en 1788. Et c'est une œuvre du coup qui arrive avant Thoreau, mais qui est très différente dans son approche de la nature. Henri Thoreau, c'était vraiment la définition de base, il rapporte des concepts, il a vécu dans la nature. Bernardin de Saint-Pierre, il est là vraiment pour critiquer. C'est pour ça que je l'aime. Voilà. Pour un petit résumé, j'ai fait vraiment quelque chose d'épique, vous allez vous amuser. Contexte. Entre 2 cabanes cachées dans une nature luxuriante, sur les rivages de l'île de France, sont élevés comme frères et sœurs Paul et Virginie. Leurs mères, mises à l'écart de la société, y ont trouvé refuge. Depuis, ils vivent le plus simplement du monde, en harmonie avec la nature. Mais le paradis exotique est bientôt perdu. Alors que Virginie nourrit des sentiments amoureux envers Paul, elle est contrainte de retourner sur la métropole. Le retour à la civilisation fait renaître le doute et menace leur idylle. Voilà. Faut bien un peu de fun quand même. Pardon, non.
plus sérieusement, chez Bernardin, du coup, pour la nature, c'est vraiment un système harmonieux chez lui. Dans le roman, la société qui est ici insulaire, donc sur l'île de France, qui est actuellement l'île Maurice, voilà, ça fonctionne en harmonie avec l'environnement, qui est tropical aussi. Les personnages y vivent un peu à la Henri Thoreau selon les saisons, les ressources locales, et ils n'accumulent pas excessivement, parce que de toute façon, ils n'en ont pas besoin, et ils n'ont pas été élevés dans ce modèle-là. La nature est donc décrite comme organisée, cohérente, c'est presque systémique. Vraiment, la nature, c'est comme leurs copains. Voilà. Ils vivent avec, main dans la main, on est tous heureux ensemble. Et c'est vraiment un point important dans le livre, au-delà de l'histoire, on va dire, d'amour de Paul et Virginie. C'est le fait qu'avant même que le mot écologie existe, parce qu'il a été créé en 1866, chez Bernardin de Saint-Pierre, la littérature elle va commencer ici à représenter cette nature comme un habitat. C'est en fait toujours cette idée de décorum. La nature, elle n'est pas là pour faire belle, elle est vraiment là pour exister en tant que telle. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent aussi l'histoire un peu de Paul et Virginie, Virginie, à la fin, elle va plus bien et elle meurt. Voilà. Comme Clarisse actuellement. Elle est partie tousser, voilà. C'est ok. Je vais finir vite comme ça. Clarisse pourra revenir de sa tousserie. Pardon. Du coup, après, ce qui va briser en fait l'équilibre dans Paul et Virginie, c'est pas forcément la nature comme élément naturel, parce que en fait, quand Virginie décède, c'est après un ouragan qui a touché le bateau, du coup, elle se noie. Atroce. Voilà. C'est en fait ce qui détruit Paul et Virginie, c'est vraiment les structures européennes qui arrivent avec leur hiérarchie, leurs normes, les conventions. Et du coup, cette tragédie vient pas du monde naturel, et ça va amener quelque chose. En fait, une idée centrale de notre écologie actuellement, c'est que les crises écologiques, elles ne sont pas naturelles. Elles sont produites par des systèmes économiques et sociaux. Et Bernardin, du coup, il ne formule pas ça en termes scientifiques comme on l'a aujourd'hui, mais il expose déjà cette première idée que il faut trouver une harmonie entre nous et la nature. Voilà. Yay. Et du coup, t'es plutôt pour l'inceste? Ils sont pas vraiment frères et sœurs, mais Ça justifie Tout de quelque suite, chose? tout de suite. toujours contre les femmes, elle Balthazar. est là ou T'as pas vu, là, je suis en 3 contre Quoi 1. Je reviens 3 secondes, on va aller vous récupérer montage Clarisse. après Parce que... Ah, tu vas pas aimé le parti meublage. Bon, soit. Nous passons au prochain. El famoso Balthazar. Pas pourquoi, pardon, excusez-moi. Enfin, Petite bref. dérive. Bon, tu nous Alors. fais une chronique sur quoi, Balthazar? Moi, je fais une chronique sur le cinéma et on va parler de fascisme. Étonnant. Et je vais parler de la zone d'intérêt et de Avengers. Alors, si vous trouvez que je dis de la merde, n'hésitez pas à regarder Lucille, parce que je crois que c'est la seule qui a vu la zone d'intérêt. Et donc, si elle trouve que je dis de la merde, elle fera une tête bizarre. Voilà. Bref. Ouais, ton micro est coupé, ça sert à rien de parler. Je suis seul, maître à bord, tu ne peux rien faire. Enfin, bref. Donc, pourquoi le fascisme? Pourquoi la zone d'intérêt? Et surtout, pourquoi Avengers? Parce qu'Avengers, normalement, pas vraiment la définition même du fascisme, c'est pas. Voilà quoi. Et ben en fait, si. Et si, et notamment dans la nature. Parce que la zone d'intérêt, c'est donc un film qui traite l'histoire d'une famille nazie à côté d'un camp de concentration. Mais genre, à côté, c'est-à-dire que le mur dans le jardin, c'est le camp de concentration. Donc c'est plutôt fun, c'est sympathique dehors, il y a des petites fumées noires qui popent le soir. Bon, le hasard, hein. Non, mais c'est vraiment, c'est partie intégrante du film, donc je peux pas le traiter autrement. Et du coup, on a des magnifiques plans sur un magnifique jardin hyper bien agencé, avec des petites plantes. Et il y a un petit coin potager avec 2-3 carottes, et il y a des plantes, il y a des petites fleurs, il y a une petite piscine de jardin qui est installée avec un petit plongeoir pour les enfants qui sautent comme ça dans l'eau. Et c'est vraiment super, c'est tondu au millimètre près. Encore une preuve que tondre sa pelouse, c'est avant tout être nazi. Hein, vraiment. Non, mais c'est insupportable, je n'en peux plus. Vous tuez tout le sol, la biodiversité dedans, bref, c'est super. Ne tournez pas votre sol. Mais bref, et donc on a un film qui va utiliser ce décor de son jardin dans un long plan séquence qui est assez mémorable dans le film, où on suit la maîtresse de maison qui va expliquer à sa mère comment elle a agencé le jardin, et puis elle a mis les petites plantes là, etc. Puis en fond il y a Auschwitz, c'est vraiment super fun. Et il y a vraiment ce parallèle qui est fait où le jardin sert d'extension au camp de concentration, alors même qu'il y a une clôture, et c'est toute cette envie de contrôle de la nature, ce besoin de contrôle, et c'est ce contrôle au ras du sol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs qui poussent naturellement, je suis même pas sûr qu'il y a un arbre, il y a un arbuste qui traîne et il est taillé au millimètre près, c'est vraiment un sentiment de contrôle de la nature, et ça c'est comme Avengers. C'est la même chose. Quand est-ce que vous avez vu la nature dans Avengers? Nulle part, parce que c'est fasciste. Ils n'en ont rien à foutre. Il y a
quelques scènes avec un minimum de nature, parce qu'il faut pas déconner non plus. Alors, dans le premier film, il y a la scène où ils vont chercher Thor. Il y a des arbres. On sait pas où. C'est une forêt, quelque part. Et ils servent juste pour que Thor il fasse BAM avec son marteau et ça tue les arbres. Voilà, la nature. Et sinon, on va être plus gentil. Il y a un moment dans la série Avengers. Alors, je vous refais pas tout le scénario, parce que vous connaissez à peu près. Mais quand ils vont au Wakanda, qui est déjà une grande invention, hein, le pays imaginaire avec des ressources spéciales, qui est tout joli, bref. Pourquoi pas. Le Wakanda, ça sert vraiment de vitrine. C'est-à-dire qu'il y a une écologie. Ah, c'est super beau, c'est vert. Alors, c'est pas un vrai pays, parce qu'on n'allait quand même pas dire que l'Afrique c'est beau pour de vrai, faut pas déconner. Donc, c'est un faux pays d'Afrique, évidemment. Il y a du vert partout. C'est dégueulasse ce que c'est fait en image de synthèse, mais bon, c'est pas grave. Et c'est là uniquement pour faire joli. Parce qu'au final, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un petit décor un peu sympa pour que les super-héros, après, ils se tapent comme ça. On voit pas la population civile, parce que ce qu'on en fout, la population civile, sans le faire sauver le cul, on s'en branle. Donc, on prend juste les super-héros là, il y a la forêt derrière, c'est super, et ils se battent. Ils se battent. Alors la forêt, elle prend quelques coups, il y a 2-3 arbres qui tombent, enfin, un très important. Et le point de culminant de tout ça, c'est le dernier Avengers, c'est Endgame, ou c'est... oui, c'est Endgame, merci. Donc dans Avengers Endgame, où il y a un terrain vague. C'est-à-dire que, parce que vraiment, on voulait pas de citoyens, on voulait pas de nature, on voulait plus rien, donc on a mis Thanos sur un magnifique fond vert. Alors c'est vraiment, mais dégueulasse, quoi. Ah, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a rien, il y a des débris, mais c'est gris, mais on dirait quand. C'est impressionnant. J'ai jamais vu une ville aussi grise de ma vie. Mais c'est gris partout. Alors il y a les super-héros, ils se battent. Alors là, attention. À un moment, ils combinent. Il y a le marteau, il fait paf sur le bouclier. On m'en rappelle très bien. Mais qu'est-ce que c'est moche. Et on a un mépris total de l'environnement et de la nature. Mais c'est vraiment, c'est même pas digne d'être montré à la caméra, quoi. Et ça marque vraiment le côté. Alors évidemment, je dis pas que Avengers c'est un film ultra fasciste qui prône le surhomme, etc. Il y a un côté fasciste qui est un côté fasciste dans tous les films de super-héros où il y a le surhomme qui sauve le monde et bon, le citoyen lambda, il regarde faire et il fait merci surhomme de m'avoir sauvé, bravo, je te donne tous les pouvoirs. Il y avait c'est souvent traité dans les images de Superman avec la Superman en dieu, on s'en fout. Mais vraiment, c'est ce côté, quand vous regardez un film, moi je trouve que le plus important c'est de s'intéresser à comment sont traitées les choses, et notamment la nature dans les films. C'est toujours très intéressant parce que généralement les films ils disent pas grand chose de la nature. La majorité des films ils en parlent pas, mais ils ont toujours des représentations de la nature. Alors à part les films vraiment ultra urbains, mais même là il y a une représentation de la nature parce qu'elle a disparu du milieu urbain. Et je trouve que c'est encore plus parlant dans les films qui ne parlent pas de nature de voir à quel point comment la nature est traitée. Parce qu'il y a des films où juste ils vont te montrer un plan dans une forêt et les gens vont se balader, et c'est un rapport, on va dire, normal à la nature. Mais il y a des films, t'as l'impression qu'ils détestent les arbres, quoi. C'est fou. Et Avengers, t'as l'impression constamment qu'ils détestent la réalité, quoi. Il n'y a rien qui est montré comme étant appartenant au monde réel. Ils se focus uniquement sur les super-héros, leurs super-pouvoirs, etc., sur un monde fictif. Il y a vraiment un côté imaginaire qui est censé être le surhomme, qui est censé te sauver, et toi t'attends le surhomme, et dans le coin, et puis t'existes pas, quoi, dans l'univers Avengers. Et je trouve que ça amène un petit côté vraiment fasciste et qui est vraiment marqué par ce manque de nature, et cette nature qui est au mieux idéalisée dans un pays imaginaire. Voilà. Et sinon, parce que j'aime bien parler de bons films aussi, donc je vais parler un petit peu. La zone d'intérêt, c'est super. Allez voir la zone d'intérêt. Je vais parler d'un autre bon film. Si vous voulez voir des gens qui galèrent dans la nature, n'hésitez pas à regarder des films de Werner Herzog. Parce que son petit plaisir mignon, c'est tu prends un type, généralement en allemand, parce que c'est super drôle les Allemands, mais c'est pas la question, et tu le mets dans la nature et tu le regardes galérer. Donc par exemple, il y a c'est Argyll ou la défaite de Dune, dans le genre, et c'est genre des colons espagnols, et ils se retrouvent perdus dans la forêt amazonienne et ils meurent tous un par un parce qu'ils savent pas survivre dans la forêt amazonienne. Et c'est vraiment juste une descente en enfer de 1h30 où juste les mecs meurent parce qu'ils se font genre attaquer par les populations locales. Il y a des créatures, des araignées, genre. Ouais. La forêt amazonienne qui les pique, qui les tue, ils meurent de poison, de déshydratation. Enfin, c'est vraiment super. C'est vraiment la nature crue, vraiment sans espoir, sans rien. Voilà, c'est super. Merci Régis Le Gorilla. Ça a l'air génial. C'était incroyable, j'ai kiffé. C'était super. C'est un peu hilarant, je trouve. Mais Je trouve c'est qu'il y très a, drôle. il y a ce côté Balthazar dans la chronique Ouais, qui est- totalement. qui fait tout finalement, on peut le dire. Jean Giono. C'est la grande qualité. Et bien donc on va commencer sur ma chronique. Donc on va parler de Jean Giono. Quand on parle d'écologie en littérature, on pense souvent à des auteurs contemporains. Pourtant, bien avant que le mot ne s'impose, un écrivain français avait déjà placé la nature au cœur de son œuvre, Jean Giono. Jean Giono est né en 1895 à Manosque, en Provence. Il a grandi toute sa vie dans un monde rural, encore lié aux saisons, aux champs et aux collines. Toute sa vie, il écrira à partir de ce territoire.
Sa voix littéraire est profondément enracinée dans la terre et les paysages qu'il connaît. Chez lui, la nature n'est jamais un décor, elle est vivante, sensible, parfois même menaçante. On sent chez lui un aspect viscéral pour le vivant et pour le rythme des choses. On pourrait dire que Jean Giono a été un précurseur de l'écologie, sans jamais employer ce mot. Dans les années 1920 et 1930, alors que la modernité industrielle s'impose partout, Giono dénonce la logique de production à tout prix, la mécanisation et la domination de la nature. Il comprend déjà que ce modèle crée violence et destruction. Il propose une autre façon de penser le monde, lente, attentive, respectueuse du vivant. Son regard sur la nature et sur l'homme est avant-gardiste, bien avant que le terme écologie ne devienne à la mode. Chez Giono, la nature est un personnage. Les collines, les rivières, les arbres ont une présence, une mémoire, une puissance. L'homme n'est jamais séparé de la terre, il vit avec elle, il dépend d'elle, et ses choix influencent directement le monde vivant autour de lui. Dans Colline, Regain ou Un des Beaumugnes, la nature réagit aux actions humaines. Quand les hommes exploitent, dominent, assèchent, la terre se ferme, se durcit, se venge presque. C'est une relation de responsabilité et d'interdépendance. Mais attention, Giono n'est pas un écologiste militant au sens politique. Il se méfie des idéologies, des systèmes, des slogans. Son écologie est avant tout sensible, poétique, presque charnelle. Pourtant, son œuvre est profondément engagée. Son texte le plus célèbre, L'homme qui plantait des arbres, est souvent lu comme un conte écologique. En réalité, c'est un texte violemment anti-système. Elzéar Bouffier agit seul, sans État, sans marché, sans profit. Il ne cherche ni reconnaissance ni rentabilité. Il travaille sur le temps long, contre l'urgence capitaliste. Et surtout, il prouve que la réparation du monde passe par des gestes sobres, patients, invisibles, à l'exact opposé des grandes promesses technologiques. Il s'agit d'accepter de décélérer, de lever le pied de l'accélérateur pour se reconnecter à notre environnement et surtout apprendre à le protéger. Ce que Giono attaque frontalement ici, c'est la logique productiviste. Il refuse l'idée selon laquelle la technique serait forcément synonyme de progrès. Pour lui, la machine ne libère pas l'homme, elle l'arrache à son milieu, elle standardise des gestes, elle détruit le lien sensible au monde. Il écrit dans les années 1930 que l'obsession de la production mène à une forme de barbarie moderne, une barbarie froide, rationnelle, organisée. Sur ce point, Giono est radical. Il ne croit ni à la décroissance, ni à la croissance, ni à l'accumulation, ni à la domination de la nature. Il défend une vision anti-industrielle, parfois même anti-urbaine, où l'homme doit accepter sa vulnérabilité face aux forces naturelles. C'est une pensée profondément subversive, dans une France fascinée par la modernisation et la reconstruction. Mais cette radicalité ne passe pas par un discours théorique, elle passe par une littérature engagée, par les sensations. Il faut rappeler que Jean Giono est profondément pacifiste. Marqué par la Première Guerre mondiale, pour lui la destruction des hommes et la destruction de la nature procèdent de la même logique. Domination, violence, abstraction. La guerre industrielle et l'exploitation industrielle du vivant sont deux faces d'un même système. Bien sûr, Giono a ses limites. Son idéal rural peut sembler nostalgique, parfois irréaliste. Il peut donner l'impression de fuir les réalités sociales ou économiques des campagnes qu'il décrit, mais cette vision poétique et radicale est aussi ce qui rend son œuvre si forte. Il nous pousse à penser autrement, à interroger notre rapport au vivant et à la modernité. Relire Giono à l'ère de l'Anthropocène devient un acte politique. Il nous rappelle que l'écologie ne se limite pas à des mesures ou des données, c'est aussi une question de sensibilité, d'attention, de geste. Giono nous demande si nous savons encore vivre avec le monde et pas seulement le contrôler. C'est une invitation à réapprendre le temps long, la patience et la responsabilité envers la nature et envers nous-mêmes. Merci. Ok, alors Giono, smash or pass? Smash. Smash, mais oui, bien sûr. Mais Giono, il est Aucun doute, Aucun hein. Tout le monde a doute. répondu en une seconde, quoi. Ouais, mais regarde comment il est beau. On Il est dirait, sympa, on ouais. dirait un peu Jean Gabin, mais Qui un acteur français. Waouh. Mais voilà, vous avez pas de culture. Tu t'énerves un peu rapidement quand même. Bon, ça va. Non. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Mais je crois que nous avons fini. Bah oui. Bah oui. On remercie Antime du pôle technique. Oui, Mais oui. il est Voilà. solo dans le pôle, mais il est là. Et si tu veux, tu peux venir devant la caméra pour Oui. une seconde. Viens faire un coucou. Coucou. Dépêche-toi par contre. Allez, comment il est hop. par terre. Allez, on se dépêche. Hein. Sachez qu'il a extrêmement mal au dos, le pauvre. Ça va? Big up Anti. Yeah. Ouais. Antime le GOAT. Voilà. Faites des dons, s'il vous plaît, comme ça on peut acheter une chaise à Antime. Ouais, c'est vrai qu'il est par terre depuis le début là. Même s'ils sont partis, merci à Nicolas Oui, Escache bien d'être venu. sûr. Oui. À Tamara Et aussi qui est Tamara, partie. Marie. On n'oublie pas, ne quittez pas. Mais je crois que c'est la fin. C'est le moment Bah, de c'est dire au fini. revoir à tout le Ouais, c'est la monde. fin. Oui. Des On va se bisous. quitter. Salut. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bisous.